Cette semaine à Info TV Laval, tout juste avant le bingo et la chance de 3 500 $ en direct de votre salon. Nous avons Rénal Le Cavalier, auteur, qui nous parle Le Serment de Nélin. Nous avons Charles Béraud à la chronique sportive, Nicolas Vincent Poirier à la chronique cinéma avec Retour à Zombieland, Marilyn Bertrand et Laurence Martin, designer de chez Bertrand. Nous avons Dany Samuel et la marche méditative avec mes deux acolytes qui nous envoient des beaux dollars pour le bingo. Nous avons Alex Sadou qui nous parle d'assurance, Francine Leblanc de Action Laval avec Jean-Jacques Lapierre. Vous êtes prêts? 4, 3, 2, 1, on y va. Cette semaine à Info TV Laval, on reçoit Rénal Le Cavalier, auteur. Bienvenue sur l'émission. Merci pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Mais non seulement auteur, M. Le Cavalier est aussi un avocat qui a mené une brillante carrière au sein d'entreprises multinationales reconnues à travers le monde. Il possède une connaissance pointue des lois du Québec, du Canada et est familier avec les conventions internationales et le droit américain. Il vit dans la région de Montréal. Ayant toujours caressé le rêve d'écrire, il fait le choix de se consacrer à l'écriture en 2013. Et aujourd'hui, il vient nous parler de Le Serment de Nélin, qui est le deuxième tome d'une série de 4 qui a vu le jour avec le premier, qui était Les Symboles, qui a eu un roman politique qui a eu un fort succès aussi. Donc, oui, bienvenue sur l'émission encore une fois. Merci Ça a été beaucoup. long comme introduction, mais on y est arrivé. D'accord. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un avocat, en 2013, décide « Hey, tu sais quoi, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis là, j'ai le goût de me lancer dans la création, l'écriture, puis d'où sont sortis ces personnages que vous avez mis sur papier, couchés sur papier? » Mais d'entrée de jeu, je dois vous dire que j'ai commencé mon processus d'écriture en 2013, mais j'ai arrêté de pratiquer l'année dernière. D'accord. Alors, je faisais les deux. À un moment donné, je me suis dit que c'est trop... Trop exigeant. C'est trop exigeant. Quand on révise des conventions de financement le jour, puis on arrive en fin de journée, puis on se tape 3-4 heures d'écriture. Là, la créativité est peut-être un petit peu essoufflée. Exactement. C'est pour ça que ça m'a pris un peu de temps pour l'écrire le premier. Il a fallu que je le révise, je le révise encore et encore. Alors, j'ai décidé l'année dernière de mettre un terme à ma carrière d'avocat. Tout simplement? Oui. OK. Oui. Une pré-retraite ou une retraite active ou c'était juste, ben écoute, tu sais quoi, c'est le temps, c'est ça, Ben, j'ai prévu, une retraite. c'est mon passe-temps, c'est Moi, je veux d'écrire. dire, je vais avoir 65 ans l'année prochaine. Wow. Je me suis toujours dit que lorsque j'atteindrais cet âge-là, ce serait fini. À un moment donné, je pense qu'il faut laisser la place aux jeunes aussi. D'accord, oui. Puis les jeunes avocats du barreau vous en remercient. Ça fait un petit peu de place pour... Écoute, des fois, un avocat d'expérience en remplace 3 nouveaux, peut-être. Là. C'est aussi aux statistiques. Non. Donc, à vous, les jeunes, de prendre le barreau et puis prendre la flamme. Mais revenons au Serment de Nélin. Donc, si on prend le synopsis du livre, Fridéline et Sylvadieu Bissing ont été froidement assassinés dans la chambre à coucher de leur résidence à Port-au-Prince, en Haïti. Leur fillette de 4 ans, Annabelle, a perdu la voix après avoir été témoin des meurtres. Quelques années plus tard, l'aîné de la famille, Jean-Claude, se rend à New York pour tenter de convaincre Christophe Marceau et Lindsay Patterson de reprendre l'enquête qui a été menée sommairement par les autorités locales. Mais peu de temps après, le jeune homme est retrouvé mort sur le site de l'ancien théâtre Starlight. Les 2 détectives tentent d'établir un lien entre les 2 événements et l'enquête transportera les 2 héros en Haïti où ils se côtoient les croyances ésotériques, le baron samedi et le légendaire arbre Mapou. Donc là, on est loin de plaider des causes de multinationales, regarder des contrats de milliers de pages, puis y aller avec le détail et le scrutin de la loupe. C'est vraiment, on se laisse aller dans une histoire rocambolesque. Oui, tout à fait. OK. Mais j'aimerais quand même préciser un point dès maintenant à une question qu'on m'a souvent posée depuis que j'ai entamé mon processus d'écriture. On me demande beaucoup pourquoi j'ai situé l'action du premier roman aux États-Unis et le deuxième aux États-Unis et en Haïti, le troisième en Espagne et aux États-Unis et le 4e aux États-Unis. Oui, parce que là, il faut mentionner aux gens, c'est le 2e tome, mais vous en avez déjà 2 autres décrits qui sont à paraître incessamment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le premier tome, en fait, c'est une réflexion sur la peine de mort aux États-Unis. Parce qu'ici, ça a été aboli dans les années 80. En juillet 1976. 76. Oui. Alors, comme auteur, et surtout comme avocat, parce que je suis farouchement opposé à la peine de mort,
je me sentais pas capable. Je me sentais pas capable d'imaginer un Québec et un Canada avec une peine de mort en 2019-2020. Ça, il aurait fallu vraiment que je fasse des tours de passe-passe pour, à un moment donné, arriver à un tel résultat. Je n'étais pas capable. Alors, les gens me demandent, oui, mais tu es un auteur québécois. Pourquoi avoir situé l'action à New York? Mais c'est pour ça. D'autant plus qu'il y a plusieurs États aux États-Unis qui ont aboli la peine de mort, mais lorsqu'il s'agit d'un crime fédéral... la ligne est mince. Bien, non seulement la ligne est mince, mais un crime fédéral d'une importance capitale, bien là, à ce moment-là, ce qu'on appelle le procureur général ou l'attorney general aux États-Unis peut se saisir de l'affaire et demander au jury l'application de la peine de mort. En exception. Oui. OK. Oui, donc, c'est encore appliqué même dans des États qui se disent oui, je vais vous donner... peine de mort abolie, il y a quand même certaines exceptions. Oui, exactement. OK. Et puis, est-ce que c'est votre passé d'avocat? Est-ce que vous avez eu à transiger dans des cas où est-ce qu'il y avait des cas de peine de mort, des trucs comme ça? Ça vous a marqué ou affecté? Non, mais dans la seconde partie de ma carrière où j'ai fait du droit corporatif, j'avais affaire beaucoup avec les États-Unis, les avocats américains, et en droit environnemental notamment. Et là, ça joue dur. Oui, ça joue très dur, oui, au pays d'Erin Brockovich. Oui. Et, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'était... On va le retrouver. On va mettre ça en bas de l'écran, la belle actrice russe. Oui, Julia Roberts. Julia Roberts. On salue Julia. Oui. Donc, alors, c'est pour ça, et mon expérience vient de là. Mais même encore, j'ai été obligé de faire appel à un avocat américain spécialisé dans le droit criminel américain pour me renseigner sur l'application de la loi là, devant jury. Là. Le système est différent aux États-Unis. Entièrement différent. Bien, en tout cas, il y a certaines nuances. OK. Et puis, l'action aussi de toute la série de tomes, c'est des romans policiers. Donc, c'est les gens qui sont amateurs, férus de romans d'enquête sont servis. Oui. Et puis, qu'est-ce qui vous attire là-dedans? Parce que primordialement, en tant qu'avocat, vous avez fait plus du droit d'entreprise, des droits... c'était pas nécessairement des droits criminels. Sauf en début de pratique, j'ai pratiqué le droit criminel pendant 1 an et demi. OK. Donc, ça, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a un petit peu du bagage de ça qui est inspiré de ou qui vous a inspiré un petit peu? Non, du tout? Non. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire? Les personnages, premièrement, parce que la petite Annabelle qui parle à voix après un événement aussi traumatique, ça arrive dans la vraie vie. On voit ça des fois dans les grands cas. Oui. Mais premièrement, le serment de Nélin, j'ai situé l'action... ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'ai fait le premier roman, Christophe Marceau, qui est le détective privé, faisait état de voyages qu'il a fait en Espagne, à Port-au-Prince. Il les avait mentionnés dans le premier roman. Dans le premier roman. Alors là, quand je suis arrivé au deuxième, là, je me dis, là, il est temps de ficeler mon histoire pour le deuxième tome. Et à ce moment-là, je me suis mis à imaginer là, toute la trame. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que je fonctionne sur plan, moi. Il y a beaucoup un plan. Oh, vous savez où votre histoire s'en va. Quand j'ai fait mon deuxième, je m'excuse de vous interrompre. Il n'y a pas de souci. Non. Quand j'ai réalisé mon deuxième, je me suis dit, bon, mais là, je me sens assez bon, je vais faire mon troisième sans plan. Et je n'ai pas été capable. Mais on rassure les gens à la maison, le troisième bouquin est écrit, le quatrième aussi. Ils sont à paraître incessamment. Mais le serment de Nélin aux éditions de l'Apothéose, disponible en toute bonne librairie. Oui. Monsieur le Cavalier, un gros merci. Et puis, ça m'a fait plaisir. Maud Cambronne pour la suite. D'accord. Merci. Chronique Sport cette semaine, Charles Véraud, bienvenue sur le show encore une fois. Salut Stéphanie. On a changé le jacket pour la velours. Oui. Un petit changement cette semaine. Oui, OK. On parle de quoi aujourd'hui? Son chez le nettoyeur. Son chez le nettoyeur, voilà. On va commencer par la boxe. On va faire changement un peu du hockey. La boxe, David Lemieux, le Lavallois de 30 ans, qui est de chez vous ici à Laval, va se battre finalement. Son dernier combat remonte déjà à mai 2018, alors ça fait plus d'1 an qu'il ne s'avait pas battu. Est-ce qu'il serait rouillé un petit peu ou au contraire, il s'entraîne? Des boxeurs, ça s'entraîne à chaque jour. Je ne crois pas qu'il va être rouillé, mais on a annoncé dernièrement... On l'a pas vu au McDo, à Chamédé, il s'en va se bourrer de Big Mac
d'après moi, vous ne le voyez pas dans les McDo, mais bien au gym. Va se battre le 7 décembre prochain. Ça a été confirmé par Eyes of the Tiger, son manager Camille Stéphane, au Centre Bell, Bell Amphithéâtre. Rien de moins. Devant chez eux, parce que les boxeurs, des fois, font exil aux États-Unis pour les gros combats. Mais les gros combats, les pay-per-views, ça fait pay-per-view, c'est un petit peu plus payant aux États-Unis. Mais là, revient devant sa foule, devant sa famille. Ami se battra contre l'Ukrainien Max Bursak. Alors, 2 fiches quasiment identiques. David Lemieux aussi, c'est un cogneur là, en 44 combats, à 34 KO. Alors, les combats s'éternisent pas longtemps avec lui. C'est un cogneur renommé. On l'a fin de soirée au bar, une mésentente aussi, ça se termine assez rapidement. Ne pas se pogner avec David Lemieux si vous le voyez dans un bar. À noter. À noter. Alors, c'est ça. Le 17 décembre prochain sera la tête d'affiche. D'ailleurs, c'est le plus grand combat. De la soirée. Les billets sont disponibles. Il va y avoir beaucoup de Québécois aussi sur Camille et Stéphane qui promouvoient les boxeurs sur la québécois. Carte de la soirée. Sur la carte. David Lemieux fera évidemment le combat principal. Mais on va avoir Kim Clavel, la jeune femme là, aussi, qui va se battre en sous-carte. Ça va être très bon. On le sait, là, David Lemieux cherche un gros combat aux États-Unis contre Canelo, un des meilleurs boxeurs en ce moment en 2019. Mais on le sait, c'est un petit peu plus dur vu qu'on est au Québec. On change de catégorie, on change de marché. Ouais, puis Canelo cherche les... Ben, tu sais, peut-être que... Lui aussi cherche à grimper dans les échelons. Oui, Canelo, c'est le meilleur. Canelo, en ce moment, c'est le meilleur boxeur sur la terre. David Lemieux essaie d'aller se battre contre lui parce qu'on sait s'il va se battre contre lui, les pay-per-views vont être énormes. Ça va être un combat. Et à 30 ans, l'horloge commence à se faire. Hein, oui, une carrière de boxeur finie. Mais il est dans le bon âge. Dans 34-35 ans environ. Ouais. Là, on a Jean-Pascal. Jean-Pascal, le plus bel exemple, qui est redevenu champion à 36 ans. Voilà. En boxe, c'est rare qu'à 21 ans, tu es champion. Il faut de l'expérience. 44 combats pour le mieux, va se battre au Centre Bell. Après, on ne sait pas, peut-être un combat. Est-ce que ce combat au Centre Bell risque de l'amener plus près de son objectif de chaque victoire t'amène. Si un KO peut te faire reculer en boxe, c'est comme ça. Faut que tu gagnes, sinon... Mais comme c'est la tête d'affiche cette soirée-là devant son public, est-ce que ça rajoute un ou 2 points bonus dans le ranking ou pas du tout? Non, pas du tout. La place n'a pas... L'Ukrainien, lui, est en territoire hostile. C'est sûr que lui, il arrive de l'Ukraine, va se battre au Centre Bell, va avoir aucun encouragement. David Lemieux, tous les supporters vont en arrière de lui. On s'attend à un bon combat. Très intimidant. On s'attend à un combat, avec 34 KO, David Lemieux, il est fini avant le 12e round. OK. Prédiction? Prédiction, un KO au 6e round. 6e round? Ah oui, pourquoi pas. OK. J'adore David Lemieux et j'ai eu ça de bonne chance. Bon, ben, on le salue, puis mot de Cambronne, David. Donc, et puis, par la suite, on s'en va vers des nouvelles du Rocket, bien évidemment, mais pas sur la glace, en dehors de la glace. On le sait, là, le début de saison a commencé pour le Rocket. Ouais. On parle de 3 victoires, 4 défaites. Fait que c'est pas un début de saison en feu, là, mais on est encore en ajustement. Les jeunes commencent... some, lose some, on en mange un, c'est bien. On n'est pas dernier, mais on n'est pas premier. On est au milieu de classement, mais la saison est très jeune. On va parler d'une thématique, une édition qui va avoir lieu le 16 novembre. Ils se sont affiliés au cancer Leucan, à la Fondation Leucan, les jeunes qui sont atteints de cancer. Fait que c'est bien important pour eux. On sait que les organisations de sport s'associent souvent à cause de leur popularité, excuse-moi. Mais non seulement ça, aussi les jeunes qui ont la leucémie, leurs héros, c'est des joueurs de hockey. Souvent, ils regardent le hockey à la télé puis ils font comme hey, quand je vais guérir, je vais être comme ça. Là, puis ils vont les visiter à l'hôpital. Oui, le Canadien, ici, la Cité du sport, pas la Cité du sport, la Cité de la santé, les joueurs des Rockets vont. Fait que c'est très important d'eux. Alors, le 16 novembre. Et si on amasse tous les fonds, on va pouvoir se faire raser la tête. On le sait, le camp, au profit de Leucan, ben oui. Au profit de Leucan. On trouve des sponsors. Et toi, est-ce que tu ferais rasage de tête? Toi, tu as plus de cheveux. Moi, ça pousserait plus vite. Toi, ça pousserait plus vite. Moi, écoute, il y a des matins, je me dis que, il y a des matins, si on tombe un matin, c'est le 16 novembre, je file comme ça, je le ferais peut-être. À la moitié, hein, on fera comme alors, petit look on le sait, là, télévisuel. Ça serait beau, non? Des perruques, peut-être? On le sait, là, Leucan, c'est une grosse fondation au Québec, là, a remis à 10 000 familles depuis, puis plus de 20 millions de dollars ont été amassés. Alors, le Rocket fait juste amplifier ça. Ajouter ça, je répète, 16 novembre. Il y a encore des billets disponibles sur le site du Rocket et on va mettre le lien en dessous. C'est Leucan 19. Si vous utilisez Leucan 19, vous avez un meilleur prix et automatiquement, il y a des fonds qui vont être reliés à la fondation et sur place, peut-être, pourquoi pas, ceux qui désirent le faire
faire se raser les cheveux à la Place Belle, devant plein de monde. Il y a des fois, le man bun, il y a bien du monde qui font comme « Hey, c'est un petit peu passé, là. C'est le temps, là. Faites ça pour une bonne cause. » C'est bon. Amener des sous pour les jeunes... Tout en regardant une bonne game de hockey. On sort la tête rasée. Ouais, puis une bonne petite bière, ça va peut-être donner un petit peu de courage pour raser la tête. Peut-être que ça va aider. En arrivant à la maison. Peut-être que ça va aider. Peut-être. OK. C'est ce qu'on avait cette semaine au niveau des sports. Oui. Et puis, toi, au niveau personnel, quel sport tu vas aller voir cette semaine, dans les 2 prochaines semaines? C'est quoi qui est à l'affût dans le collimateur? C'est pas mal hockey. On sait que le Rocket va revenir à la maison. Là. Hier, était à la maison. Et on sait que le Rocket joue pas mal la fin de semaine, mais le mercredi soir est tout le temps sur la route. Alors, je vais revenir avec ces nouvelles-là. Et le hockey, là, c'est pas mal... Là, on a le baseball qui est en série mondiale, mais le hockey commence... commence vraiment solide. Commence vraiment le mois d'octobre et là, les... Fait que là, les ailes de poulet, la bière, le samedi... De plus en plus, les équipes vont trouver forme et ça va être de meilleurs matchs. On sait que c'est un petit peu en rodage des débuts de saison, que ce soit dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine. Mais là, on assiste à du bon hockey. Puis à la série mondiale au baseball là, qui va débuter sous peu. Puis dans la région aussi, toi, tu travailles pour le Cobra de Terrebonne. Cobra sur la Rive-Nord, oui. Du Junior 3. C'est pas de la Ligue américaine. C'est quand même ceux qui s'en vont vers la Ligue américaine. C'est quand même du bon calibre. Des joueurs donc, ça se passe bien du côté des Cobras de Terrebonne aussi? Ça se passe très bien. Si vous voulez venir voir des matchs à la Cité du Sport à Terrebonne, c'est pas si loin d'ici. Et c'est du bon calibre. Pour 12 $, c'était Junior 3. C'est des joueurs qui âgés de 16 à 21 ans, qui très bon calibre. Pareil, c'est un bon spectacle. Des fois, des petites embûches, des petites batailles, du bon hockey, des bons buts. Et puis, tu me parlais cette semaine, parce qu'on travaille sur notre émission à Terrebonne aussi pour Ma TV La Naudière, tu me parlais que là, vous êtes en grosse négociation. Peut-être une mascotte qui s'en irait de votre côté. On parle, oui, parce que chaque équipe de hockey a une mascotte et on essaye présentement, on travaille sur le projet d'une mascotte. On le sait, à essayer de trouver des commanditaires peut-être pour la subvenir à ces 5 000 $ une mascotte, je vous le dévoile. C'est 5 000 $? Ça coûte 5 000 $, une belle mascotte de qualité. Il y en a qui perdent des pièces pendant que... Mais une mascotte, on le sait, toutes les équipes de hockey de prestige ont une mascotte. Il fait quasiment partie de l'équipe. C'est comme le 5e Beatles. Oui, le 5e Beatles au Centre Bell. Youpi est une légende. Et voilà. Quand tu vas au Centre Bell, tu essaies de prendre une selfie avec Youpi. Moi, je vais au Centre Bell puis je fais un petit câlin à Youpi en signe du bon vieux temps. Alors, écoute, Charles Véro, un gros merci. Chronique Sport, Cobra de Terrebonne, Rocket. Cobra de Terrebonne, Rocket et de la boxe. De la boxe qui s'en vient au Centre Bell, oui. Merci. Chronique cinéma de la semaine avec Nicolas Vincent Poirier. Ça va? Salut, ça va, toi? Oui, ça va super bien. J'ai été voir le Joker, j'ai vraiment aimé ça, j'ai adoré. Hein? Et oui, effectivement, le nouveau Joker, il a de l'air vraiment sur des drogues modernes pour revenir à notre vision de Vleur. Que c'est un chef-d'œuvre? Sérieusement, je pense que oui. Oui, hein? C'est rare. Je pense que oui. C'est rare qu'on dise ça, mais c'est sûr que c'est le temps qui va le dire si c'est conservé comme un chef-d'œuvre, mais pas mal sûr que oui. Je suis un peu groupie du brand Batman. Puis la dernière fois, c'est quand que j'ai vu Bane dans le dernier Batman, The Dark Knight Rising, le truc d'avion. Puis quand j'ai su que c'était pas un CGI, c'était un vrai avion qu'on crashait, moi, ça m'a scié la première scène. J'ai fait wow. Cette scène-là où juste un avion qui attaque un autre avion, et là, il y a des câbles. Avec un câble. C'était malade. Écoute, je vous en parle, il y a des frissons, mais aujourd'hui, on parle de retour à Zombieland avec Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone et beaucoup plus. Déjà, Emma Stone, moi, je suis contente. Je fais comme... Oui, écoute, elle choisit très bien ses rôles. Jesse Eisenberg aussi. Bon, Woody Harrelson aussi. Woody Harrelson sympathique aussi. Dans ses rôles, je trouve. Est-ce que tu as aimé le premier, toi? Le premier en 2009? J'ai apprécié. Apprécié. OK, sans plus. Bien apprécié. On va rajouter un bien. Tu sais, moi, les films de zombies, j'écoutais ça quand j'étais jeune. Il y en a qui regardaient les Kalinours et des choses plus pour enfants. Moi, j'ai embarqué tout de suite avec les films. Fait que toi, c'était un petit peu bébé Lala pour toi, là, quand on a monté le premier. Le premier, ce qui était bien, c'est que ça amenait quelque chose de nouveau. Et ce qu'il faut comprendre avec Zombieland en 2009, c'est que à la base, ça, c'était pas du tout censé être un film, mais une télésérie. Une télésérie... répartie sur beaucoup plus longtemps.
Oui, mais on s'entend que l'idée pour la télésérie, c'était en 2005. Et en 2005, les téléséries n'étaient pas du tout ce qu'ils sont aujourd'hui. On n'avait pas le Breaking Bad, Game of Thrones. On commençait à avoir des Six Feet Under, des séries comme ça qu'on allait au club vidéo louer. Exactement. La série au complet pour la fin de semaine. Finalement, on s'enlignait sur 3 fins de semaine parce que t'allais pour la louer la fin de semaine d'après. Elle n'était pas là. Fait que ouais, l'ancêtre du binge-watching. Exactement. Et le concept de la série, c'était que, bon, on suit les mêmes personnages à chaque épisode, il y a des histoires différentes, mais il y a des caméos par des acteurs connus à chaque épisode. C'est un peu le concept aussi. Et bon, finalement, ça s'est développé en film Zombieland. Et Bill Murray, qui a fait un caméo dans le premier Zombieland. C'est quand même assez rare à avoir, M. Murray. Écoute, là. Il se cache. Il est excellent, son caméo en 2009. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant ça, il y a quelque chose qui a préparé Zombieland. C'est pas Walking Dead, parce que Walking Dead est arrivé après. En 2003, parce que Danny Boyle a fait le film 28 Days Later. Oui, c'était débile, qui était le 2002 ou 2003? 2003, je crois. Oui, 2003. Ouais. 28 Days Later, parce qu'il y a eu 28 Days, 28 Days Later. Weeks Later. Ouais, Weeks Later, voilà. Quelques années après. C'est ça. Donc, le premier 2003. C'est ça. Ouais. Qui a été un grand succès. L'année d'après, le remake de Dawn of the Dead, les zombies là, dans le centre d'achat. Et ça a été 2 grands succès. Et c'était normal après ça. Hollywood voit une tendance à arriver. Bon, on développe cette série-là qui s'est transformée en film finalement. Et le réalisateur, Ruben Fleischer, c'était son premier film. Et pour le deuxième, Zombieland 2, qui sort exactement 10 ans après le premier, encore Ruben Fleischer qui à la barre en tant que réalisateur. Et l'histoire, dans le fond, on suit les mêmes personnages, mais dans celui-ci, bon, la plus jeune du groupe, jeune adulte, elle veut découvrir le monde, elle aimerait ça être avec des gens de son âge. Aussi. Elle veut être avec des gens de son âge, elle est toujours avec sa famille. Ouais. Et là, c'est ça, elle s'en va avec un gars qui ressemble un peu à un hippie et... Un petit bad boy, là. Ouais, mais plus dans le sens hippie, bohème, tu sais, pas un gros bad boy. Genre de petits gars qui se présentent à papa puis il est fier de toi puis il fait comme ouais. Ben, un cliché dans un autre sens. OK. Et bon, le reste du groupe va devoir partir à sa recherche. Il y a plusieurs péripéties là-dedans. Et moi, je l'ai autant apprécié que le premier. Parce qu'encore une fois, des films de zombies avec de l'humour, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a eu Shaun of the Dead, il y en a eu plusieurs. Exactement, Shaun of the Dead en 2004. Ouais. Mais celui-là, tu sais, c'est de l'humour un peu plus gore. Les Américains, c'est de l'humour slapstick qu'ils font. Tu sais, c'est pas de l'humour avec les mots. On glisse, on fait des trucs physiques et c'est ça qui est drôle. Et on prend Shaun of the Dead, ça, c'est... il y a un peu de slapstick, mais c'est un humour très britannique, un humour pince sans rire. Vrai. Les Américains, c'est d'autres choses. Et c'était rafraîchissant de voir ça. Et le deuxième est aussi bon. Et encore une fois, c'est rare de dire ça. Il y a pas beaucoup de films que le deuxième arrive. L'attente ruine le moment, peut-être. On se fait des idées. Puis là, on dirait que les idées qu'on s'est faites, ils sont apparues sur l'écran, peut-être? On n'a pas été déçus, Nathan? Je trouve que ça... Encore une fois, quand j'ai dit qu'à la base, c'était censé être une télésérie, le résultat me fait penser à une télésérie. On dirait que c'est comme l'épisode numéro 2. Il y a d'autres péripéties qui arrivent, mais les personnages sont les mêmes, l'essence reste la même. Et tu sais, je prends n'importe quelle série, les cartoons des années 80, les Ninja Turtles, ou peu importe ce que les gens regardaient à la maison, là. L'essence est toujours la même, les personnages toujours les mêmes, mais bon, il y a une petite twist de différent à chaque fois. Et quand on fait un 2 d'à peu près n'importe quel film, c'est comme, OK, on va remettre exactement la même sauce, ou on va en mettre 2 fois plus. Là, il y a trop de sucré, puis c'est plus bon. C'est ça. Et cette fois-ci, non, ça me fait vraiment penser à le deuxième épisode de n'importe quelle série. C'est égal.
Et c'est parfait pour ce que c'est. De la façon que tu as senti ce film-là, de la façon que ça a été écrit aussi, est-ce que tu crois que ça pourrait être possible que, vu que ça a été écrit pour une télésérie, il y avait au moins une 12aine, 13aine d'épisodes, ils ont pu prendre un best-of ou un épisode qui aurait été « Hey, ça aurait été vraiment magique, mais si on se met un petit peu de poudre de perlimpinpin puis un petit peu de cet épisode-là, on va aller chercher l'essence de... » C'est drôle que tu dis ça parce que c'est exactement ce que j'ai pensé en regardant le 2. Voilà. Il y a plein d'éléments, comme à un moment donné, il y a d'autres personnages qui embarquent qui font un peu penser, c'est comme le double d'une certaine façon du personnage de Woody Harrelson et celui de Jesse Eisenberg. Mais ça pourrait être il aurait pu y avoir un film juste basé là-dessus. Non, ça, c'est un moment. Un moment. Un moment dans le film. Fait que ça a été choisi. Ça a peut-être été une bonne chose si ça a été une série avant, parce que ça donne l'embarras du choix, ça donne justement le meilleur résultat final. Au lieu d'écrire un draft, on a peut-être 14 drafts. C'est ça, puis ils ont tous mis ça ensemble. Et ce qui est important de mentionner là-dedans, quelque chose qui était magique dans le premier, c'est Bill Murray. Bill Murray, c'est un monsieur magique en général. Oui, et il apparaît aussi dans celui-là. OK. Un deuxième caméo. Oui. Il a tellement aimé son expérience qu'il a décidé de sortir de sa tanière pour un deuxième. Oui, et Bill Murray, c'est son deuxième film de zombies cette année. Si on compte pas Ghostbusters il y a 2 ans, parce qu'il était mort en partant, c'était un fantôme en partant. Là. Ouais, mais tu sais, c'est sa pas condition pour être dans le film. Là. Ouais, mais techniquement, c'est pas comme un zombie, tu sais, mais c'est son troisième film de zombie à vie, son deuxième cette année. Et Bill Murray, ce qu'il faut préciser, c'est que le gars, il était indépendant de fortune assez tôt dans sa carrière, en commençant avec SNL et tout ça. Il a le choix. Il fait ce qu'il veut. Quand il veut. Et ce que je vais préciser par rapport à son caméo, je veux pas dire comment il arrive et pourquoi, mais ce que je vais préciser, c'est on l'apprécie encore plus quand on le sait. En 2004, Bill Murray a interprété la voix de Garfield. Vrai, ouais, le chat le plus paresseux du monde qui est les lundis. Un film, bon, c'est pas un très, très, très bon film. Pourquoi Bill Murray voudrait faire ça? Eh bien, un des scénaristes avait le même nom qu'un des deux frères Coen, je sais plus lequel. C'est Ethan Coen, je pense. Et lui, il a juste lu ça, puis wow, c'est écrit par un des frères Coen. Jean-Barc. Ben c'est ça, Jean-Barc. C'est après ça qu'il a comme réalisé, non, c'est pas le même. Ça fait qu'il s'est embarqué dans quelque chose. Et ça a été la pire erreur de sa vie, ce qu'il a dit. Alors, il faut comprendre ça pour apprécier le et on apprécie toujours les anecdotes behind the scenes derrière la caméra. Nicolas Vincent-Poirier, un gros merci. Et puis, on salue Bill Murray en passant s'il est à l'écoute. Salut, Bill. Mes excuses, mon petit Elvis. Est-ce que je rêve ou il ressemble drôlement à... Toi, je t'aime pas. Du tout. Vous êtes garé en double fil. Ou plutôt, en fil perpendiculaire. Vous pourriez avoir une contravention. Qu'est-ce qui se passe ici? Quoi? Salut tout le monde. Est-ce que j'hallucine? Vous aimez la mode? On aime la mode et on découvre des nouveaux designers. Bonjour les filles. Bonjour. Donc, Bertrand, la ligne 01. Donc, aujourd'hui, on accueille Marilyn Bertrand et Laurence Martin. Oui, donc, bonjour. Bonjour. Vous venez nous présenter votre première ligne de blazer, de veston. Ouais. Vous venez nous la présenter dans un défilé privé qui aura lieu à la Galerie Gora le 4 novembre prochain. Et on va en parler aujourd'hui. Premièrement, bienvenue sur l'émission. Deuxièmement, wow, tout qu'un look que vous avez là, j'adore. Et troisièmement, vous êtes un duo de designers qui sont affiliés ensemble, accoquinés ensemble, pour nous lancer 22 vestons, non seulement griffés, mais uniques, que les gens vont pouvoir s'approprier et ça va être une pièce unique pour chacun. Donc, exactement. OK. Premièrement, comment vous êtes-vous rencontrés? Vous avez comme deux looks similaires, un peu pareil, pas pareil, comme deux petites sœurs, mais tu sais, dans le fond, c'est pas des sœurs, on le sent bien, mais c'est tout comme. Ben Marilyn, dans le fond, je vais te laisser la parole. C'est toi qui as comme le début de l'histoire. En fait, j'avais un rêve. J'avais vraiment envie de créer une ligne de vêtements. C'est inspiré de mon grand-père qui avait son atelier sur Chabanel, exactement. La rue mythique pour la mode au Québec depuis tant d'années. Donc, j'ai gardé ces morceaux-là des années 80 que je regarde, que je porte encore activement. Puis j'avais vraiment envie de trouver quelqu'un qui allait être capable de me compléter, donc dans les choses que j'allais pas être capable d'accomplir seule. Okay. Donc j'avais plein d'idées, mais pas le côté couture, confection, dessin. J'avais vraiment besoin de quelqu'un qui allait me compléter. Donc j'ai écrit à tout le monde que je connaissais de ce milieu-là, jusqu'à temps que je tombe sur Laurence.
Oui, OK. Ça, c'est arrivé, ça fait combien de temps? Parce que là, on regarde votre chimie et on dit, tabarouette, OK, les filles se connaissent depuis le berceau, mais c'est pas le cas, là. Bien, ça fait 1 an qu'on se connaît, qu'on s'est rencontrés, puis 1 an qu'on travaille sur le projet. Parfait. Oui, c'est vraiment excitant, là. Et on a développé une complicité entre les deux que, tu sais, même des fois, on s'étonne, on est comme tout le temps sur la même longueur d'onde. Télépathique, presque. Ah ouais. Vraiment. On peut dire ça. On peut dire ça. À répétition, là. À répétition. OK. Fait que là, si on fait le tour de votre mission aujourd'hui, parce que oui, mesdames, messieurs, elles ont une mission, c'est de vous conquérir et de vous montrer de quoi elles sont capables. Première ligne, la ligne 01. J'aime le nom, c'est tout simple, ça dit ce que ça a à dire. Donc, 22 vestons numérotés sont à la fois colorés avec des paillettes ou encore avec des épaules excentriques. Choisir de porter Bertrand Laligne, c'est une affirmation de confiance en soi, voire d'empowerment. Moi, j'aime beaucoup. Parce que oui, il faut avoir une certaine attitude pour porter quelque chose qui sort de la masse. Puis ça, je suis pour ça. Qu'est-ce qui a attisé ça chez vous? Cette vision-là de dire, hey, tu sais quoi, si tu mets nos créations, c'est parce que tu te démarques, là. Bien, je pense que c'est le besoin de sortir du lot aussi, de ne pas avoir peur de briller trop fort. Puis autant une femme peut porter ça qu'un homme. Ouais. Ça peut être n'importe qui le souhaite, qui le veut. OK. Ouais. C'est aussi un petit peu l'idée de... Pas nécessairement, il faut avoir la personnalité pour le porter, mais je le vois aussi comme dans l'inverse. Des fois, on a un événement, puis on se demande qu'est-ce que je vais porter, qu'est-ce que je vais avoir l'air, est-ce que je vais fitter. Puis des fois, de porter quelque chose d'extravagant fait qu'on a l'air d'avoir... plus confiant. On se sent bien, puis les gens sont comme, c'est qui? Il y a quelque chose de le fun qui donne un peu de courage à porter des fois des paillettes, puis de pas avoir peur de flasher un peu. Oui, c'est ça. En quelques lignes, Marilyn, donne-moi une description de Laurence. Et Laurence, donne-moi une description de Marilyn, au niveau professionnel, toujours. Au niveau professionnel, bien, Marilyn, c'est quelqu'un de très créatif, très pointilleuse aussi dans son travail. Elle sait vraiment ce qu'elle aime. Puis elle n'a pas peur de foncer puis de dire si ça marche pas, c'est pas grave, on va trouver des solutions. OK. Marilyn, parle-nous de Laurence. Laurence, c'est le cerveau, c'est l'intelligence, c'est la créatrice, c'est la dessinatrice, c'est la personne qui a mis au monde notre projet, c'est ma designer, ma partenaire. C'est un bon team. Yeah, ben on le voit bien, on le sent bien. Je sais pas si ça traverse l'écran, moi je suis sûre que oui. Et puis, donc, défilé privé à la galerie Gora. Premièrement, les places sont limitées. C'est sur invitation seulement. Comment est-ce qu'on fait pour se faire inviter? Écrivez-nous. Ouais. Ben oui, sur nos médias sociaux, les gens qui nous écrivent, qui nous montrent d'intérêt, ben bien sûr, sont tous invités. D'accord. Avec grand plaisir. Oui, Tout à fait. Et puis, pour vous rejoindre, pour assister au défilé privé qui aura lieu le 4 novembre prochain à la galerie Gora, vous pouvez aller sur Facebook, Instagram, Bertrand Laligne. Oui. Et sur votre page web officielle, bertrandlaligne.ca. Exact. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend à voir cette journée-là, ce soir-là, ce défilé-là? Il y a 22 pièces choisies sur le volet. J'imagine que vous avez dû travailler plusieurs trucs pour faire « Ah non, tu sais quoi, c'est ces 22-là. » Premièrement, pourquoi 22 items et pourquoi pas 20 et pourquoi pas 30? Parce que 22, c'est un drôle de chiffre. Bien, en fait, on a commencé avec deux échantillons. Puis on s'est juste dit, on veut en faire 20 autres. Hein? C'est tout simple que ça. On voulait en faire 20, puis on voulait en garder chacun un. Oui, c'est ça, en fait. Fait que ça donne 22. Ouais. Puis finalement, on a de la misère à choisir parce qu'on les aime tous. Hein? C'est un peu comme les enfants. Oui, vraiment. C'est dur de choisir. C'est vraiment dur. C'est comme demander à une chanteuse c'est quoi sa tune préférée quand elle est Finalement, on pense même pas peut-être être capable d'en garder un. C'est ça, on s'est dit, garde, on va les laisser aller, les 22, comme ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Puis... Voilà, 2 enfants de plus dans l'univers qui propagent la bonne nouvelle. On les lance, voilà. Et puis, Marilyn, vous êtes toutes les deux, Marilyn et Laurence, vous êtes toutes les deux diplômées du Collège Marie-Victorin. Donc, on les salue en passant. La première en design de mode et l'autre en graphisme. Fait que là, le fait d'avoir design de mode et graphisme, c'est-tu que on a une bonne idée, on est capable de l'appliquer pour qu'après ça, on puisse faire les patrons de qualité, qu'on manque pas notre coup, qu'on ne gaspille pas, on rentre tout de suite dans les bons plis. Mais c'est l'idée d'être capable de faire la conception, mais d'être capable aussi de le brander, de faire le site Internet, d'avoir une bonne DA photo, d'être capable de ensuite faire une image de marque puissante, puis bien véhiculer, dans le fond, les valeurs
de ce qu'on veut communiquer aux gens. Exactement. C'est vraiment des forces complémentaires qu'on a, puis je pense que c'est ça qui nous distingue comme équipe aussi. OK, oui, on le sent bien. Et puis, moi, il y a une petite notion ici, c'est un des blazers qui s'appelle Dress It Up, Dress It Down. Moi, j'adore le nom. C'est pas le nom d'un blazer. C'est pas le nom d'un blazer? Non, c'est quand on dit ces vestons-là, tu peux les dress it up, dress it down. OK, c'est pour... exactement. C'est plutôt que tu peux le porter avec un T-shirt blanc, avec un coton watté, une toque, un beau sneaker pour aller travailler. On peut aller au 5 à 7, on peut aller travailler, on peut dress it up, on s'en Autant que tu mets une belle robe ou tu mets juste ce veston avec une ceinture puis tu as un look à tout casser avec un talon. OK, donc c'est pas un veston en soi, c'est un petit peu l'épitaphe de la ligne. Exactement. Tu peux dress it up, dress it down. Les filles, un gros merci. Donc, bertrandlaligne.ca. On peut aller visiter, peut-être se faire inviter au lancement, au défilé privé à la Galerie Gora 4 novembre. Donc, visiter les sites Internet et médias sociaux. Maud Cambronne pour la suite, les filles. C'est magnifique ce que vous portez. Merci. On se voit à la prochaine. Merci. Chronique méditative avec Dany Samuel et ses deux acolytes aujourd'hui, Eva et Charline. Bienvenue les filles, ça va bien? Oui! Ouais! Alors aujourd'hui, on parle de marche méditative. Là, j'essaie de me calmer un petit peu, hein? Je parle fort, je parle vite. Marche méditative. Donc, lundi dernier, les filles, vous avez participé à une petite marche méditative en forêt le matin. Expliquez-nous c'est quoi au juste? C'est une marche qu'on utilise nos 5 sens. Comme Louis, on peut entendre quand on marche les feuilles. OK, on porte attention à ce qu'on entend. On porte attention ensuite à ce qu'on ressent. Est-ce qu'on sent sur le lit? Qu'est-ce que tu as senti dans ta marche en forêt? On peut sentir les fleurs. Ouais. OK. On peut voir les oiseaux, les entendre. OK. On ouvre nos yeux. En fait, on va ouvrir nos yeux, notre nez, nos oreilles, puis on peut toucher là, des choses, mais on goûte pas à grand-chose quand on marche. On goûte pas à grand-chose en nature quand on marche. OK. Et puis, là, on est dimanche matin. On est juste avant le bingo. Oh, qu'est-ce qu'on fait avant le bingo? On gagne 3 500 $ parce que la maison. Yeah. Allez chercher vos cartes. Donc... Si on veut faire une petite marche méditative le matin en cherchant notre carte de bingo au dépanneur, comment est-ce qu'on fait ça? On focus sur nos 5 sens? Il va falloir focuser sur les 5 sens, mais là, après ça, c'est de compter nos respirations. Est-ce que tu peux l'expliquer? Quand on marche, quand on inspire? Quand tu inspires, tu fais 4 pas. Après, tu gardes 2 pas. 2 pas. Tu expires 5. 5 si tu veux. Pas. Puis après, tu gardes 2. Des poumons vides, 2 pas. OK. Fait encore et encore. Comme nous, quand on l'a fait, lundi passé, quand on l'a fait, on marchait vite au début en comptant nos pas, sans se parler. On comptait dans notre temps. Puis tranquillement, on a vraiment descendu le rythme, là, plus être dans l'instant présent, moins pressé. Puis on a marché vraiment lentement après. Puis on a remarqué que ça nous a fait vraiment du bien. OK. Et puis c'est le genre de trucs qu'on peut faire, exemple, pendant une pause au bureau, lors du dîner, une pause à l'école pendant la récréation. Des fois, on est stressé avant un examen. On peut faire ça pour se recanaliser puis faire... Non, tout est sous contrôle. J'ai étudié, je me souviens des bonnes réponses. Quelle autre situation on peut adapter la marche? La marche méditative. Ben, moi, parce que là, si on peut marcher en méditant, on peut faire autre chose, ou c'est vraiment juste en marchant ou en étant assis? Là, tu veux savoir de quelle façon on peut méditer dans la vie? Oui, mis à part la marche, tu sais, parce que moi, si tu m'apprends quelque chose aujourd'hui, marche méditative, dans le fond, c'est la marche pleine conscience. La marche en pleine conscience. Donc, c'est ce que tu nous expliques depuis plusieurs chroniques, la saison dernière aussi, la pleine conscience, ça nous apporte un petit peu ça nous ramène à un esprit plus centré, plus créatif. Dans l'instant présent. Dans l'instant présent. Au moment présent. Donc, souvent, quand on a du stress, on pense à ce qui s'en vient. Ouais. Souvent, quand on est déprimé, on pense à ce qui s'est passé. Ouais. Mais quand on vit le moment présent, on a moins de pensées puisqu'on est occupé à vivre la vie, en fait. On ne passe pas à côté de rien. On le vit intensément. D'accord. Puis, les filles, quand est-ce que vous, dans votre vie, vous vous dites « Hey, j'aurais besoin d'un petit moment là, de me recentrer un petit peu. » Exemple, avant un examen. D'autres éléments, on allait prendre une marche dans le bois avec maman aussi. On fait un petit peu de ça. Le matin. Le matin. Avant d'aller à l'école, on a mis dans notre routine un 10 minutes
pour se retrouver. OK. Donc, eux autres se lèvent vraiment plus tôt que moi. Là. Ah, ouais. Oh, oui, ils se lèvent à 6 heures là, le matin. 5h30, 6 heures, c'est debout, ces enfants-là. Oh, Puis, yeah. moi, quand je me lève, je leur dis « méditation ». Puis ils s'en viennent. Tu cries ça dans le lit. Oui, méditation. Puis là, ils montent, tout. Elle, Eva, elle préfère la méditation couchée, donc elle se couche sur le lit. Puis... C'est comme l'équivalent de peser snooze. Oui. Oui, elle aime mieux être couchée. Puis Charline et moi, on utilise notre coussin de méditation, puis on s'assoit et on va méditer. Souvent, qu'est-ce qu'on va choisir? Une sorte de méditation. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est des méditations qui sont guidées, qui nous disent de bien partir la journée. Donc déjà, d'avoir de la gratitude pour notre journée, voir que la journée va nous réserver plein de surprises puis de trésors. C'est à nous d'ouvrir nos yeux puis de bien les voir, de se faire confiance. C'est un petit peu comme mettre les bonnes lunettes le matin. Oui. On peut mettre des petites lunettes roses, comme on peut en mettre des moins roses, moins de fun. Ça nous aide à mettre des petites lunettes roses, Oui. à passer au travers d'une belle journée. Bien, je pense que ça part bien de journée d'avoir confiance qu'il va y avoir plein de choses merveilleuses qui vont se passer dans la journée. Tout à fait. C'est ça, Et l'aide. puis, au niveau des études, tu sais, toi, tu travailles beaucoup avec des enfants dans les écoles, avec des professeurs, des classes. Qu'est-ce que ça apporte de faire une petite méditation le matin comme ça? Est-ce que, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de pays du monde qui maintenant commencent à inculquer la méditation tôt le matin aux étudiants. Est-ce que c'est un truc que vraiment... Hey, on l'a oublié au fil des millénaires, mais ça serait vraiment la chose à faire. Bien, l'avantage dans une école, quand on le fait tout de suite, c'est que ça peut briser, ça va faire une zone tampon entre le matin, qu'on ne sait pas comment ça s'est passé le matin à la maison avec les élèves, chaque élève dans sa famille. Ça se peut qu'il y ait eu beaucoup de stress, des chicanes ou des choses comme ça. Puis donc, ça fait une zone tampon pour se préparer à bien assimiler les enseignements du professeur. Fait que ça, je pense que c'est important comme petite transition qu'on peut faire. Puis, est-ce que c'est le genre de transition aussi qu'on peut faire en fin de journée? Hey, on est dans le trafic ou juste avant d'embarquer dans la voiture ou débarquer de la voiture. C'est des fois, on sort du trafic, on est un petit peu tendu, toutes les pensées sont mélangées dans notre tête. Faire une petite marche méditative autour du bloc avant de rentrer à la maison, pour changer la vibe, c'est une bonne idée, ça? Oui, ça peut. Avec les transitions, école-maison, ça peut être une bonne idée de se ressourcer. Puis, il y a les 5 dernières minutes avant que tu t'endormes. Sont très importantes. Super importantes, ces 5 minutes-là. Donc, c'est là que, pendant ces 5 minutes-là, tu dois te reprendre tous les éléments positifs de ta journée. Puis après ça, ton subconscient, lui, il va voir que il va traiter ça en information positive, puis il va juste te ramener encore plus de positif dans ta vie. Donc, fait que ces 5 dernières minutes, là, t'essayes de pas dire « Ah, c'est plate » puis de chialer. Tu peux être sur ton Facebook en train de regarder « Hey, puis lui, puis... » C'est ça. Okay. Les 5 dernières minutes, juste avant de se coucher, sont les plus importantes. Donc, c'est une bonne façon aussi de méditer à ce moment-là. OK. Et puis, comme on s'en va au bingo dans quelques instants, est-ce qu'on se fait une petite méditation parce qu'on se fait une petite transition? Hey, on se prépare à gagner 3 500 $ en comptant. On fait ça? Bien, je vais d'abord expliquer rapidement. C'est quand on veut méditer, on va gonfler notre ventre en premier. Ensuite, notre cage thoracique. Ensuite, nos poumons. Et quand on expire, on vide les poumons, la cage thoracique et on rentre le ventre pour bien expirer jusqu'au fond. Ça va? Et voilà. Un gros merci, Dany Samuel. Namasté, les filles. Passez une très, très belle semaine. Et puis, on se revoit dans quelques semaines pour une autre chronique méditative. Merci. Lavalloise et de Lavallois, mes salutations les plus cordiales. Vous venez de voter pour les élections fédérales et voilà que Laval vous offre une autre occasion de vous impliquer socialement. Et suite au décès de l'un des conseillers municipaux, vous serez appelé à venir choisir un nouveau conseiller ou conseillère municipale dans le quartier Macorel-Fortin. Je me fais un devoir d'inviter les différents candidats. Aujourd'hui, Madame Francine Leblanc a bien voulu accepter de venir témoigner de son cheminement. Madame Leblanc, c'est un grand plaisir. C'est un plaisir pour moi aussi. Madame Leblanc, vous êtes de Laval depuis longtemps, vous? Oui, je suis arrivée, j'avais 4 ans avec ma famille. Oui. Vous avez, comme ça, vous connaissez Laval assez bien? Oui. Tous les secteurs de Laval?
Oui, je connais bien les secteurs de Laval, très, très bien. C'est à Laval que j'ai rencontré mon mari, que je me suis mariée, que j'ai étudié, que j'ai travaillé, que j'ai fait la petite école et tout ça. Donc, je connais très bien Laval. Formidable. Oui. Madame Leblanc, vous avez fait des études, vous avez toujours été une femme dévouée. Il y avait des études que vous avez faites qui vous ont porté vers ça. Bien, si on considère que le métier d'être infirmière, ça porte vers le dévouement, je vous dirais que c'est une passion. C'est d'aimer les autres, d'abord et avant tout, les respecter, puis vouloir en prendre soin. Oui, parce que les infirmières, actuellement, il y a des besoins dans ce sens-là. Et même que vous avez continué plus loin, vous êtes devenu professeur. Oui. Professeur. Oui, j'ai eu la chance qu'on me demande de partager un peu ce que je savais, puis ce que j'adorais faire. Donc, oui, j'ai enseigné à Laval. À Laval? Oui, à Compétences 2000. Oui. Et à l'École du soir des infirmières auxiliaires. Donc, bien, c'était pas juste le soir, mais c'était les étudiants adultes. C'est ça, c'était les cours aux adultes. Et puis, je les ai amenés aussi en stage. Donc, il y avait des cours à l'école, mais il y avait beaucoup de stages dans différents hôpitaux de la grande région de Montréal. Donc, c'était vraiment, vraiment intéressant. Francine Leblanc, se lancer en politique, il faut du courage. Et pourquoi on se lance en politique? Bien, je pense que quand on a la volonté de vouloir que les choses s'améliorent et qu'on est déçu de comment ça se passe, je pense qu'à un moment donné, on se dit, en tout cas moi, je me suis dit, bien, je vais y aller moi-même. Si c'est ça que ça prend, je vais y aller moi-même. Donc, la volonté, elle est là. C'est ma première expérience en politique municipale. Puis, je dois vous dire qu'à partir du moment où j'ai senti que je pouvais faire un changement dans la vie des citoyens, je me suis dit, mais c'est ça, c'est ce qu'il faut que je fasse. Bien, c'est ça, la politique municipale. Vous êtes déjà impliqué socialement dans votre coin, et puis vous continuez, vous prolongez cette implication-là en vous dévouant puis en offrant vos services. C'est formidable. Quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes pour vous, les valeurs? Les valeurs les plus importantes pour moi, j'ai de la difficulté à en mettre sur l'échelle supérieure. J'ai beaucoup de valeurs très importantes, mais j'ai l'intégrité. L'intégrité, oh oui. C'est tellement important. Oui, je trouve que c'est quelque chose que j'ai enseigné à mes enfants beaucoup. Le respect des autres et aussi le partage. Pour moi, c'est des valeurs très, très importantes que j'ai inculquées aussi à ma famille, à mes enfants. Je trouve que la culture est un aspect important aussi de notre environnement, de ce qui nous entoure. Puis on en parle, à mon avis, pas assez. On donne peut-être pas assez de chance à la culture. Puis je pense qu'on pourrait intéresser ou faire des programmes super intéressants pour les jeunes et même pour les aînés et pour les personnes. J'ai plusieurs idées que j'aimerais faire. En général, hein? La culture, en général. La culture, ça manque un peu depuis quelques années. Ça manque un petit peu. Ça manque un peu. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très important dans ma vie. Devoir aussi à aider les autres, aider ceux qui en ont le plus de besoin. Moi, c'est une valeur que je trouve très importante. Ne serait-ce que d'aider quelqu'un qui a de la difficulté à ouvrir sa porte avec ses sacs d'épicerie ou d'aider les personnes âgées. Puis on peut tellement apprendre beaucoup des personnes qui ont fondé Laval ou qui ont fondé... les bâtisseurs de Laval. Les bâtisseurs de Laval. Puis eux, ils en ont long à dire et ils sont intéressants aussi à écouter. Moi, c'est une des qualités, c'est peut-être une des... Si on parle de valeur ou de capacité, moi, c'est la capacité de l'écoute, je la trouve très importante. Puis je trouve que c'est quelque chose qui se perd. Les gens n'écoutent plus. Alors, on ne sait pas qu'est-ce que les citoyens veulent. Puis je vous dirais que moi, de ce temps-ci, je m'amuse à faire du porte-à-porte. Puis je dis bien je m'amuse parce que j'adore ça. Bien oui, justement, parlez-moi. Vous faites du porte-à-porte et qu'est-ce que les gens vous demandent surtout? Les gens sont déçus un peu. La seule place en ce moment à Laval où il y a des élections, il va y avoir des élections le 24 novembre, puis une semaine avant pour ceux qui... comment ça s'appelle? Le pôle avancé, oui. Oui, c'est ça. Alors, le 17 et le 24 novembre, c'est pour Marc-Aurèle Fortin. Puis les gens me disent, écoutez, on est négligé.
C'est un secteur où on ne s'occupe pas de nous. Puis moi, je reste là, puis c'est parce que je suis déçue aussi, que j'ai besoin que ça s'améliore, que je suis là. Donc, s'il y a une personne qui peut les comprendre, les écouter et les aider, s'ils peuvent me donner ce poste-là, moi, j'aimerais bien ça qu'ils me choisissent. Oui, c'est un beau quartier, puis c'est un quartier où il y a tellement à faire. Oui. Si on se promène, c'est un quartier qui a été vraiment négligé, je crois. C'est un quartier qui a été négligé. Puis je vous dirais que moi, quand j'étais toute petite, là, on venait souvent à Fabreville, puis moi, j'habitais à Auteuil. Et puis Laval, quand tantôt on parlait des personnes aînées, puis Laval, c'était une ville extraordinaire. C'était une ville où on aimait être. C'est encore une ville extraordinaire, Laval. C'est une belle ville, mais les gens nous disent... Moi, j'ai juste hâte d'être à ma retraite, je m'en vais. Je m'en vais ici, je m'en vais là. Moi, je veux que les gens arrêtent de traverser 2 ponts. Quand les jeunes, là, à Montréal, là, ont fini leurs études, ils sont en couple, ils ont plusieurs enfants, ils viennent pas à Laval. Bien, ils viennent à Laval, certains, mais il y a mieux aller sur la Rive-Nord. Moi, je veux que les gens s'en viennent à Laval. Je veux que Laval, ça devienne la ville la plus accueillante. C'est la 3e plus grande ville, mais aussi, il ne faut pas tout mettre nos œufs dans le même panier. Il faut diversifier, il faut en envoyer un peu dans les quartiers, puis que les gens aiment ça, être là. Les commerces, il y a des beaux commerces. Il faut que les gens aient le goût d'y venir. C'est vrai. Avoir le goût de vivre, quand même. Ben oui. Bien, absolument. Prendre le quartier vivant. Que le quartier puisse être identifié spécialement, disons, avec ses qualités, l'identifier de cette façon-là. Alors, écoutez, Madame Leblanc, vous avez beaucoup de travail à faire encore. Oui, c'est bien. Alors, moi, je vous souhaite une belle campagne. Vous êtes très généreuse de vous présenter, d'offrir vos services à une communauté qui en a vraiment besoin. Félicitations. Continuez pour votre travail-là. Merci. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Plaisir. Merci. Chronique immobilière avec Alex Sado de chez Remax. Salut Alex, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Oui, re-bienvenue sur l'émission. Merci. Donc aujourd'hui, la dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé du ratio d'endettement, l'importance d'être très honnête avant d'aller voir son banquier, parce que sinon ça peut causer des pépins, comme le pépin de ne pas pouvoir se procurer la propriété qu'on aimerait avoir. Et puis maintenant, il y a une autre question que les gens se posent. On a vu ça beaucoup aller sur les médias, etc., des oui-dire, des trucs comme ça. Acheter une maison sans mise de fonds, est-ce possible? En 2019, bientôt 2020, au Québec, à Laval, est-ce que ça se peut? C'est rendu très, très difficile. Il faut être créatif. OK. OK. Comptabilité créative. On ne va pas s'en retourner en tôle. Donc, c'est quoi la créativité dont on peut user avant pour pouvoir user cette technique? Il y a une couple de moyens, je vous dirais. C'est de prendre de ses REER, prendre une marge de crédit, demander du love money de quelqu'un de la famille. Il y a plusieurs idées. Mm-hmm. Mais là, avant, c'était acceptable avant 2012. Oui, parce que là, depuis 2012, ici, on me dit, depuis que le gouvernement a modifié les normes du financement hypothécaire en 2012, acheter une maison sans économie pour payer la mise de fonds de 5 % semble a priori impossible. Impossible, c'est bien ça. C'est parce que ce qui se passait il y a 10 ans, la banque vous finançait un amortissement de 40 ans, puis vous passait la mise de fonds. Il fallait juste la démontrer au début. Mais votre taux d'intérêt était pas mal plus élevé que maintenant. D'accord. Mais là, ça n'existe plus, ça. Parce que c'était du financement qui pouvait mettre le client dans l'eau chaude, c'est pas dans l'eau chaude, c'est que... Comment je peux vous expliquer ça dans un jargon facile? En français, ça va le faire. Oui. C'est parce qu'il pense qu'il venait endetter la personne qui achetait. Ouais. Le client qui achetait, il était surendetté. La mise de fonds, la maison, les REER, la carte de crédit, l'auto. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, ça vous donne une idée. Qu'est-ce que ça donne? Les paiements se font pas tout le temps et pas sur très longue échelle. Donc, le banquier, qui est notre grand ami, ça fait pas son affaire. Oui, effectivement. OK. Là, ce qu'on dit, c'est pas d'économie, qu'il n'est pas possible d'utiliser les fonds de son REER. Donc, wrapper un REER, qu'on a parlé il y a 2 chroniques de ça. Le plus simple reste encore d'effectuer un prêt ou une marge de crédit personnel. On peut faire ça aussi. C'est sûr que c'est pas recommandé, mais si on a une option B qui s'en vient, on a des sous qui s'en viennent éventuellement, on peut prendre un prêt ou une marge de crédit pour utiliser comme mise de fonds. Mais c'est pas nécessairement l'option la plus recommandée. OK. Mais ça peut être une alternative. OK. Cette option n'est cependant pas proposée par tous les prêteurs, mais seulement par quelques institutions financières, une partie des courtiers hypothécaires. C'est bien ça, effectivement. C'est pas toutes les banques qui vont accepter que votre mise de fonds soit une marge de crédit, elle soit financée. Ouais. C'est parce que là, vous financez presque tout à 100 %. Oui.
C'est pas rassurant là, pour quelqu'un qui s'attend à ce que tu le paies, tu le repaies. C'est bien ça. OK. Puis cette option, elle implique toutefois, dans tous les cas, de générer des revenus suffisants pour payer son prêt hypothécaire. On s'entend, si tu ne génères pas assez de sous, on te le prêtera Parce pas. Parce qu'oubliez pas, la marge de crédit que vous empruntez à 3-4 il faut payer les intérêts là-dessus. Il faut payer aussi les intérêts du prêt, de l'hypothèque. Donc, on a une double tarification. C'est bien ça. OK. Avoir un crédit irréprochable et sans aucun retard de paiement au dépassement de la limite de crédit sur les 2 dernières années, à savoir une cote AAA. Donc, une cote de 650 points Beacon ou FICO. Tout ce qui est en haut de 650, normalement, c'est bon. En bas de 650... la banque commence à vous demander comment ci, à cause de qui, à cause de quoi. On est moins bien perçu par le banquier. C'est bien ça. OK. Il ne donne plus le café en rentrant. Là. Mais pas juste le café, il commence à vous demander des justifications. Comment ça, comment ci, à cause de quoi? OK. En espérant que vous ayez une bonne conversation avec le banquier et que tout le monde s'entende bien. Justifier d'une stabilité d'emploi depuis au moins 2 ans, c'est la moindre des choses. C'est bien ça. Disposer une petite somme pour payer la taxe de mutation et les frais de notaire. Non, ça, c'est important. Parce qu'on ne peut pas financer ça non plus. Non, ça, on ne peut pas le financer. Là, ça serait trop beau. Là. La taxe de bienvenue, normalement, c'est entre 1 et 1,25 du prix total acheté de la maison. Et non seulement ça, vous avez les frais de notaire, vous avez les frais d'inspection, vous avez les ajustements chez le notaire, des taxes municipales scolaires. Fait que, tu sais, il faut avoir des sous, tout dépendant de la valeur de la propriété que vous achetez aussi. Là. Mm-hmm. Et puis, donc, présenter un bilan positif avec des actifs supérieurs aux dettes. On s'entend que, surtout pour les chefs d'entreprise, un chef d'entreprise qui a plus de dettes que d'actifs, on s'entend que c'est pas trop un businessman. Effectivement. À part quelques rares exceptions qui jouent dans la haute finance, là, mais OK. Et puis, cette solution constitue un prêt supplémentaire. Il convient de s'assurer avant d'opter pour cette option que les ratios d'endettement maximum sont respectés. Ouais. Donc, on parlait, la dernière chronique, l'ABD. Donc, l'ABD puis la TD, c'est ça. Oui, donc l'amortissement... Brut de la dette. Brut de la dette. Et l'amortissement total de la dette. Donc, c'est tout ce qu'on doit au crédit, que ce soit carte de crédit, voiture, carte d'essence, etc. C'est bien ça. Tandis que le premier, c'est carrément ce qui se passe sur le financement de la dette de l'immeuble. Oui. D'accord. Et puis, dans ton expérience, toi, des gens qui ont une cote AAA avec une cote de plus de 650 points de FICO, qui passent haut la main, qui voudraient utiliser cette technique-là pour financer un petit peu plus. Oui, je vous dirais, c'est assez rare, là. C'est entre 15 et 20 de la population. OK, quand même. Donc, 1/5 de la population... C'est ça, 1/5. Arrive quand même à se classifier d'après les normes d'après 2012. Ouais. OK. Et puis, cette norme-là de 2012 qui a été remplacée, est-ce que c'est en lien avec ce qui s'est passé avec les subprimes aux États-Unis, où est-ce que là, les gens étaient surendettés puis que les dettes étaient classées dans d'autres? Parce qu'en 2008, quand la crise économique aux États-Unis, tout le monde avait une propriété, tout le monde se faisait financer à 120 Fait qu'on vous finançait la propriété, mais en plus de ça, on vous donnait de l'argent. Donc, c'était un monstre mathématique. C'était impossible pour cette personne-là de rembourser la dette. C'est bien ça. Voilà. OK. Et puis, rapidement, il nous reste 1 minute. Qu'est-ce que tu suggères à tes futurs clients, aux gens qui viennent te voir en 30 secondes, voir qu'est-ce qu'il faut préparer? Là? Ben moi, ce que je vous dirais, c'est de clairer toutes vos dettes. Puis quand vous êtes prêts, vous avez la mise de fonds. Là, on peut s'asseoir puis regarder ça ensemble, mais n'arrivez pas avec 2 paiements d'auto, 3 cartes de crédit pleines, puis là, vous avez la mise de fonds, vous voulez acheter. C'est sûr que votre capacité... l'ex-femme cherche sa pension. C'est ça. C'est sûr que votre capacité d'achat, elle ne sera plus la même. Tandis que si vous avez toutes vos dettes bien sous contrôle, payées, puis vous avez, mettons, 1 paiement d'auto, pas plus, là, vous pouvez arriver puis on peut parler. Là, on peut acheter une propriété qui serait selon votre budget. Là. Alex Hadou de chez Remax, un gros merci. On se revoit dans 2 semaines pour la prochaine chronique immobilière. Merci. C'est ce qui conclut Info TV Laval cette semaine. Et maintenant, on s'en va au bingo, les filles, parce que 3 500 à gagner en direct de votre salon, dont 2 500 la carte pleine. C'est-tu pas du beau easy money, ça? Pour la liste des détaillants, pour vous procurer une carte de bingo, vous avez encore quelques minutes. Vous allez visiter tvrl.ca, Facebook TV Laval 609 ou YouTube TV Laval 609. Mon nom est Stéphanie Léveillé-Denis. Bonne journée de bingo. On se fait de l'argent.